Et bienvenue à tous, bienvenue sur Mystère. Ici, on parle géologie. Quelle est la structure interne de la Terre? Qu'y a-t-il sous nos pieds? Que se passe-t-il sous nos pieds? Je suis sûr que la plupart d'entre vous se sont déjà posé cette question. Vous voulez en savoir plus? Alors venez avec moi, suivez-moi, on y va. Salut à tous, internautes et passionnés de science. Pour commencer, l'envie de savoir ce qui se passe sous nos pieds ne date pas d'hier. Alors on va faire un petit retour en arrière, un petit bilan historique des différents modèles ayant existé et des méthodes ayant permis l'obtention de ces modèles. C'est parti pour un petit tour d'horizon des penseurs du passé qui se sont prêtés à l'exercice. L'une des plus anciennes théories sur la structure interne de la Terre est celle d'Aristote. En effet, celui-ci affirme que la Terre est au centre du monde. Et pour prouver l'immobilité de la Terre, il affirme ceci. Il est donc manifeste que la Terre est nécessairement au centre et immobile, car les projectiles pesants envoyés vers le haut en ligne droite reviennent au même point et le feraient même si la force les projetait à l'infini. Ce qu'il affirme par là, c'est que si la Terre tournait, un objet lancé verticalement en l'air ne pourrait pas retomber au point de départ, mais il devrait retomber bien à l'ouest du point initial, car pendant son trajet aérien, le sol se déplacerait vers l'est rapidement sous lui. Le problème, c'est qu'il n'a même pas pris la peine de tenter l'expérience. Fail. En effet, un objet que l'on lance en l'air, depuis un objet lui-même en mouvement, un bateau par exemple, possède une vitesse initiale qui lui fera décrire une trajectoire parabolique. C'est ce qu'a prouvé Galilée au début du XVIIe siècle. Le modèle d'Aristote, basé sur le référentiel géocentrique, stipule que notre planète est constituée de terre et de roches, entourée d'eau, puis d'air, viennent ensuite une couche de feu, et enfin les astres. Jusqu'à Copernic et Galilée, cette version évoluera peu, mais au milieu du XVIIe siècle, un foisonnement d'idées nouvelles apparaissent. Pour ne citer que quelques idées parmi celles-ci, on peut notamment citer Descartes, qui a construit un modèle basé sur l'hypothèse que la Terre serait un soleil refroidi. On peut également citer Kircher, qui est parti de la même hypothèse, mais qui précise que la croûte terrestre reposerait en fait sur un océan de matière en fusion. William Whiston pense quant à lui que la Terre serait issue d'une ancienne comète. John Woodward et Thomas Bunney émettent l'hypothèse d'une Terre ayant été composée d'un mélange fluide qui s'est déposé par gravité au cours du temps. On peut également citer les travaux d'Edmund Halley sur la Terre creuse à plusieurs coques concentriques, au centre duquel serait un noyau aimanté séparé par du vide. Mais le modèle qui me plaît le plus est celui d'Henri Gautier, dont Jules Verne s'est largement inspiré dans son œuvre Voyage au centre de la Terre. Avec une Terre totalement creuse et une fine croûte externe en équilibre entre gravité et force centrifuge. Depuis le XVIIIe siècle, la géologie connaît un essor considérable et les scientifiques commencent de plus en plus à se baser sur des observations et des relevés géophysiques plus que sur des théories plus ou moins fumeuses comme jusque-là. La forme du globe par exemple, aplati au pôle, et la composition de certaines roches magmatiques font dire à Georges de Buffon que la Terre était probablement en fusion complète à son origine, et qu'elle est donc en refroidissement depuis 4,5 milliards d'années. On peut aussi noter l'augmentation de la température avec la profondeur, notamment dans les mines. Et cette observation permet à Joseph Fournier de dire que le noyau de notre Terre est probablement à plusieurs dizaines de milliers de degrés et probablement liquide, voire même gazeux d'après lui. Mais c'est au début du 19e siècle que Hopkins expérimentera des variations du point de fusion en fonction de la pression. Et ces expérimentations permettront à la communauté scientifique de revenir sur l'idée d'un noyau solide. Enfin, il faudra attendre le 20e siècle pour que les progrès dans les domaines de la tomographie sismique notamment permettent de confirmer la solidité quasi totale de la planète Terre et donc de son noyau. Mais avant de se pencher plus précisément sur ce modèle, voyons ensemble les différentes méthodes qui ont permis l'acquisition de ces modèles. Commençons par ce qu'on appelle les investigations directes, c'est-à-dire les observations directement réalisables par l'homme. Et pour commencer, écartons tout de suite la possibilité de faire une observation directe de ce qui se passe en dessous de notre croûte terrestre. En effet, les explorations spéléologiques ne dépassent pas 2000 mètres de profondeur et la mine la plus profonde, se trouvant en Afrique du Sud, fait près de 3500 mètres de profondeur. L'autre moyen d'accès direct au sous-sol, ce sont les forages. Mais là encore, nous n'avons jamais réussi à traverser la croûte terrestre jusqu'au manteau.
En effet, le forage le plus profond, en Russie, a atteint la profondeur ahurissante de 13 km, ce qui a permis de confirmer la structure de la croûte et de mesurer le gradient géothermique au sein de cette première couche superficielle. Mais toujours rien sur les 6357 km qui nous séparent encore du centre de la Terre. C'est certes très impressionnant, mais en comparaison des 12 740 km de diamètre du globe terrestre, ces explorations ne font qu'effleurer la surface. Il existe toutefois une dernière observation directe que nous pouvons faire, qui est absolument contre-intuitive, mais extrêmement intéressante, c'est l'étude des météorites. Alors je vous vois venir tout de suite. Non mais attends, on parle des couches internes de la Terre, et toi tu viens nous parler de météorites. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Alors on se calme tout de suite. Oui, toi dans le fond là, on se calme. C'est assez simple en fait. Pour comprendre comment la Terre interne est organisée et comment les différentes couches ont pu se différencier, il serait vraiment intéressant d'en connaître la composition exacte à l'origine. Connaître la composition exacte de la Terre primitive, il y a 4,55 milliards d'années. Or, il existe certaines météorites, que l'on appelle des chondrites, qui ont une composition très proche de la nébuleuse, à l'origine de notre système solaire, et donc très proche de notre Terre primitive. En étudiant ces météorites, on retrouve des silicates légers, constituant principal de la croûte, mais aussi des silicates plus lourds, comme l'anstatite ou les silicates de magnésium, très fréquents dans le manteau terrestre, mais aussi, et surtout, une très grande quantité de fer et de nickel, quasi totalement absente des roches terrestres connues. Ces météorites étant trop petites, ne se sont jamais différenciées, mais elles nous livrent un échantillon direct de ce qui compose notre planète. Si tout ce fer et ce nickel n'est pas en surface, c'est que l'on doit le retrouver en profondeur. Ce qui fait naître l'hypothèse d'un noyau terrestre métallique et d'une différenciation des couches terrestres par migration des éléments lourds vers le centre et flottaison des éléments légers. À ce stade, nous pouvons aisément construire un modèle assez proche de la réalité, bien qu'assez imprécis, uniquement à partir d'observations directes. Avec l'essor de la géophysique au XXe siècle, de nouvelles disciplines vont faire leur apparition et vont permettre de révolutionner les modèles de la structure de la Terre. Et parmi elles, la tomographie sismique. Cette méthode, au nom un peu barbare, je vous l'accorde, est en réalité basée sur des principes assez simples de réflexion et de réfraction des ondes sismiques. Lors d'un séisme, différentes ondes se propagent au travers du globe. Les ondes de surface sont celles qui causent les dégâts matériels, mais comme leur nom l'indique, elles restent en surface, et ne nous sont donc d'aucune utilité pour ce qui est de comprendre la structure interne de la Terre. Ce sont donc les ondes qui se propagent en profondeur qui vont nous intéresser ici. Parmi celles-ci, nous pouvons en distinguer deux types, les ondes P et les ondes S. Les ondes P sont des ondes de compression, globalement plus rapides que les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement. L'une comme l'autre sont soumises au phénomène ondulatoire optique de réflexion et de réfraction, et voient leur vitesse changer en fonction de la densité des matériaux traversés. En étudiant les temps d'arrivée de chacune de ces ondes, en fonction de la distance parcourue, et en sachant qu'elles peuvent traverser la Terre de part en part, nous pouvons obtenir une image tomographique, reflétant la densité des couches internes de la Terre, ainsi que les discontinuités présentes. Autre information importante, les ondes S ne peuvent pas se propager dans les liquides. En effet, une autre zone a pu être identifiée comme liquide grâce à cette propriété des ondes S. Il s'agit du noyau externe, alors que la graine, ou noyau interne, elle, est parfaitement solide. C'est ainsi que Andrija Mohorovičić, désolé pour la prononciation, détecte la discontinuité croûte-manteau, surnommée en son hommage discontinuité de Mohorovičić, ou plus simplement le MOHO. Ce n'est bien sûr qu'un exemple parmi tous les scientifiques ayant participé à la création de ce modèle. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 petites choses avec moi. Bien entendu, tout cela n'est qu'un résumé et toutes les sources sont en commentaire si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me donner vos retours. Un pouce bleu, un abonnement, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!